Bonjour à tous, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité à votre émission Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui nous abordons la problématique de la gestion des eaux de pluie dans la ville de Kinshasa. Vous savez que les pluies tombent du jour au jour. D'ailleurs, ces derniers temps, il y a des pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville. Et il y a une situation difficile, les eaux des pluies ne sont pas bien gérées, d'où les inondations que nous sommes en train de connaître. Vous savez que le 4 et le 5 avril dernier, la ville de Kinshasa a été inondée et la rivière Ndjili avait débordé. Les conséquences, vous le savez, étaient très néfastes. Des morts d'hommes, il y a eu des dégâts matériels importants. Et donc, les scientifiques ont compris qu'il faut y réfléchir pour trouver la solution, pour donner une solution scientifique. C'est ce que nous allons tenter de faire aujourd'hui sur ce plateau de Grand Défi. Nous avons cherché des professeurs d'université spécialisés dans la matière pour pouvoir nous parler et nous donner des pistes de solutions. Comment est-ce qu'il faut gérer durablement les eaux de pluie pour qu'elles ne puissent pas provoquer des inondations? Et puis, que faire pour qu'on ne puisse pas assister aux désastres, aux dégâts, même s'il y a encore de fortes pluies qui peuvent arriver sur la ville de Kinshasa. Et pour ce faire, je reçois le professeur Pius Mpiana, qui est le président du Conseil scientifique national. Bonjour, professeur. Bonjour, Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Je suis professeur Pius Mpiana Chimankinda. Comme vous l'avez dit, je suis président du Conseil scientifique national, mais je suis aussi professeur de chimie à l'Université de Kinshasa. Je suis membre de l'Académie congolaise des sciences et aussi membre de l'Académie africaine des sciences. Voilà. Donc le Conseil scientifique national, c'est vous qui gérez tous les centres de recherche de la RDC? Effectivement, les conseils scientifiques nationaux, on peut dire que c'est les conseillers du gouvernement en matière des sciences et technologies par l'intermédiaire du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique. Donc, il est comme les conseils d'administration des universités, conseils d'administration des instituts supérieurs techniques, conseil d'administration des instituts supérieurs pédagogiques. Il a en son sein tous les DG des centres de recherche publics, mais aussi les représentants de la présidence de la République, de la primature, de plusieurs ministères, mais aussi les représentants du conseil d'administration des universités, conseil d'administration des instituts supérieurs techniques, conseil d'administration des instituts supérieurs pédagogiques. Voilà, c'est ce qu'ils font. Là, c'est très important. Oui. C'est très important, mais je ne comprends pas pourquoi à chaque fois qu'il y a des situations, qu'il y a des phénomènes, on ne recourt pas directement aux universités ou au Conseil scientifique national. On cherche des solutions soit éphémères ou des solutions politiques, mais qui ne répondent pas directement aux situations. Pourquoi ça se passe comme ça? Bon, vous savez, on doit continuer à conscientiser tout le monde pour dire qu'il n'y a pas de développement de pays sans recherche scientifique. Donc, quand des questions majeures du pays se posent, en principe, on doit recourir à l'avis des scientifiques. Parce que les scientifiques n'ont pas de couleur politique. Lui, il dit les choses telles que la science les prévoit. Quant aux politiques, de pouvoir choisir ce qu'il faut faire. Et c'est ce que nous essayons chaque fois donc, de faire quand il y a une question nationale qui se pose. Et c'est ce que nous avons fait. On ne permet pas à l'université de jouer son rôle social. Bon, quand on dit on ne permet pas, mais c'est une affaire de toute la nation. Il faut que chacun, depuis les bas âges, qu'on comprenne petit à petit que c'est la science qui donne des avis rationnels. Aux côtés du professeur, il y a encore une autre professeure. Bonjour, professeur Patience. Bonjour. C'est le professeur Patience Ngelinkoto.
Est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci pour la parole, Monsieur Gustave. Je suis Patience Ngelinko Tompia, docteur en chimie de l'environnement, professeur d'université. Je suis professeur à l'Université pédagogique nationale, doyen de la faculté des sciences de cette université. Et présentement, ce qui nous amène ici, je suis DG, directrice générale du Centre de recherche en eau et environnement au ministère de la Recherche scientifique, innovation technologique. D'accord, Voilà. merci. Merci beaucoup, professeur. Et soyez les bienvenus dans votre émission. Merci. Alors, Madame Foaling Piracel, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Gustave. Est-ce que vous pouvez aussi vous présenter à nos Bon, téléspectateurs? moi, je me nomme Madame Marie-Thérèse Foaling Pirachel. Ok. Je suis licenciée en mathématiques. J'ai un DEA en géomatique et géodésie spatiale. Et je travaille au Centre de recherche en sciences appliquées et technologiques. Ouais. Alors, pour le moment, je me spécialise dans le domaine des inondations parce que je fais géorisque. Ok. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que notre plateau est bien garni de têtes pensantes. Et donc, professeur, je commence avec vous. Avant toute chose, suivons d'abord ce reportage et puis on revient après. Cas particulier de la ville de Kinshasa. Sujet. Ce sont des assises scientifiques qui ont tout leur sens. Sous la direction du Conseil scientifique national, les experts environnementalistes, géologues, géographes, urbanistes, ingénieurs, sociologues, biologistes, chimistes, professeurs d'université et chercheurs, directeurs de plusieurs centres de recherche se sont focalisés sur la problématique de la gestion des eaux de pluie à Kinshasa. D'entrée de jeu, le président du Conseil scientifique national a donné les mobiles de ces travaux. Quand il y a un problème qui se pose à la nation, je crois que pour faire une analyse profonde, il faut que les chercheurs se mettent ensemble. Et nous avons eu un problème crucial qui a emporté des vies humaines, qui a détruit l'environnement. C'est vrai qu'on a mis une solution et une cellule de crise, mais je crois que les chercheurs devaient se mettre ensemble pour voir quelles sont les causes profondes et faire des recommandations à l'État, aux politiciens qui, pour moi, comment résoudre ces problèmes durablement. Pour y répondre, 3 professeurs d'université sont alignés. Professeur Patience Ngelingoto Mpia a exposé sur les enjeux d'une gestion durable des eaux de pluie. Et le professeur Roland Kakule Kasereka est intervenu sur l'innovation dans le bassin versant d'Ndjili et ses conséquences sur l'environnement. Pour sa part, professeur Tonde Ziketo a exposé sur la problématique de la gestion des eaux de pluie en RDC. Marie-Thérèse Foaling Piracel, attachée de recherche en sciences appliquées au CRSAT, a analysé les cas des inondations du Poul Kingabwa en aval du bassin versant de la rivière Ndjili. De toutes ces interventions, l'on note que plusieurs causes sont à la base des inondations. Pluie torrentielle, constructions anarchiques, mauvaise gestion de l'urbanisation et implantation d'activités dans les zones inondables, etc. Le professeur Patience Ngelinkoto revient sur les pistes de solutions pour une gestion durable et bénéfique des eaux de pluie. Donc on doit penser à créer des structures, par exemple des bassins de rétention, des zones qu'on appelle des échelles de nuit, qui permettent à récupérer ces eaux et à forcer leur infiltration pour ne pas augmenter le ruissellement. Au terme des houleuses discussions scientifiques, des recommandations ont été formulées aux différentes parties concernées par ces défis naturels en vue d'une solution scientifique. Voilà, professeur, il s'agit de cette journée scientifique que vous avez organisée au centre de recherche Crèche, je crois. Est-ce que vous pouvez nous donner les mobiles de cette journée scientifique? Merci. Tout le monde a suivi les dégâts qu'ont causé les pluies du 4-5 avril. Et il y a des pertes en vie humaine, il y a des dégâts écologiques, ainsi de suite. Alors, les conseils scientifiques, comme je venais de le dire, qui coordonnent les activités de tous les centres de recherche,
c'est qu'il a à son sein des spécialistes Ouais. dans ces domaines. C'est comme ça que nous sommes dit on pouvait faire une journée scientifique où on prend les spécialistes qui sont au Conseil scientifique national, mais on invite aussi les différents ministères qui ont des services normalement liés à la gestion des eaux, notamment le ministère de l'Environnement, l'aménagement du territoire, l'urbanisme, et ainsi de suite, pour qu'on puisse réfléchir ensemble et puis qu'on puisse donner un point de vue scientifique aux politiques, pour que les politiques, quand ils prennent des décisions, qu'ils prennent des décisions en connaissance des causes. C'était donc la raison de cette journée-là. Et nous avions eu 4 orateurs, donc 2 dames et 2 hommes. Nous avons bien respecté la parité. La masculinité positive continue. Donc, c'est comme ça que nous avions à cette journée-là, Madame professeure Patience Ngelikoto, qui est, comme il a dit, le DG du Centre de recherche en eau et environnement. Nous avions professeur Kakoulé, qui est le DG du Centre de recherche géologique minière, qui est lui-même géographe. Et nous avions aussi le professeur Franck Tondozi, qui est le DG du Centre de recherche géophysique. Voilà. Parce qu'on parle des changements climatiques, lui, il est mieux placé. Et puis nous avions Madame Foualing, qui est là, qui, elle, a fait son DEA sur les inondations dans les poules Kingabois. Donc nous avons trié ces spécialistes-là pour parler de cette question. Et on devait discuter avec les autres spécialistes, techniciens des ministères, et puis les autres chercheurs, pour qu'on puisse faire un résumé, un condensé et des recommandations à adresser à notre ministre de tutelle, qui, lui, à son tour, devrait amener à haut lieu. Ok. Donc, toute la réflexion était basée beaucoup plus sur les inondations, parce que ça a causé mort d'hommes, ça a causé des dégâts matériels importants, et ça a laissé des sinistrés sans logis. Alors, j'ai participé également à cette journée-là, mais j'ai suivi Madame Ngelinkoto, qui nous a dit que l'eau a une vie. Vous nous avez dit ça lors de ces débats. Bien sûr. Et c'est quand l'eau des pluies ruisselle qu'il y a tout ce qu'on connaît comme dégâts. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu c'est quoi, comment la pluie tombe et puis c'est les désastres chez nous? Voilà, merci pour cette problématique de la gestion des eaux pluviales. Nous avions dit qu'il fallait comprendre la vie de l'eau. C'était la base. Et cette base, c'est... Nous avons fait recours à la notion des cycles de l'eau. C'est une notion très importante que nous apprenons déjà à l'école primaire, à l'école secondaire, mais parfois nous ne comprenons pas que c'est la base pour résoudre beaucoup de problèmes, beaucoup de catastrophes ayant trait à l'eau et précisément aux inondations. Ainsi, nous avions dit que l'eau ayant la vie, il faut respecter sa vie, c'est-à-dire respecter son cycle. Le cycle de l'eau permet, on sait que l'eau passe dans différents réservoirs, dans différents états. Nous avons montré que nous avons 3 états de l'eau. On a appris ça, l'eau liquide, l'eau solide, l'eau gazeuse. Et ça passe par ces états-là dans différents phénomènes physiques. Nous avons, par exemple, quand nous avons l'eau liquide sur les sols, l'eau liquide sur les plantes, les arbres, il y a les phénomènes que nous appelons l'évaporation. L'évaporation au niveau du sol et l'évapotranspiration au niveau des plantes. Et ensuite, cette eau se transforme en gaz pour aller se condenser et former des glaces et après revenir sous forme de précipitations, sous forme de pluie. Et cette eau qui revient sur le sol ne reste pas. Il y a une bonne partie qui s'infiltre pour aller alimenter ce que nous appelons les nappes phréatiques, donc les eaux souterraines. Et ces eaux souterraines ne restent pas là. Il y a tout un circuit qui permet encore que ces eaux puissent alimenter encore les eaux de surface, les rivières, les lacs. Donc c'est pour cela que nous parlons d'un cycle. Et nous avions dit, quand on porte atteinte à un point du cycle, sachez qu'il y aura des répercussions partout.
Et parmi ces points où il y a atteinte, il y a le phénomène de changement climatique, par exemple, que le prof Tondoze a beaucoup parlé. Avec ces phénomènes de réchauffement climatique, c'est clair, on a beaucoup plus d'évaporation, il y a beaucoup plus de nuages, il y aura aussi beaucoup plus de pluie. D'où il faut une gestion. C'est pour cela que notre intervention a tourné sur les enjeux d'une gestion durable des eaux des pluies. Voilà donc mais tout ce temps, parce que il faut le dire, une journée qui avait tout son sens, qui avait toute son importance, mais bon, tout ce temps, comment on a géré les eaux des pluies à Kinshasa? Parce que bon, je ne vois que la journée, et c'est aujourd'hui même que j'apprends qu'il y a tout un centre de recherche en eau. Et vous voyez, tout ce temps qu'a fait le centre, comment on a géré les eaux dans la ville de Kinshasa. Voilà, peut-être qu'on a eu quand même à organiser des journées. Par exemple, l'année passée, on a organisé la Journée internationale de l'eau, une conférence avec le conseil scientifique. Donc, il y a des actions que le centre est en train de faire pour sa visibilité. Et comme on a dit, bon, parfois, les activités scientifiques, on les relègue toujours en second plan, mais pourtant, c'est la base pour le développement. Ouais. Alors, quand nous parlons de la gestion des eaux des pluies, parce que c'est la thématique que nous développons aujourd'hui, comment a été gérée ces eaux et pour qu'aujourd'hui qu'on ait des problèmes. Et là encore, il y a une notion que nous devons bien maîtriser qui découle de la notion des cycles de l'eau. Nous avions dit que quand la pluie tombe, il y a une bonne partie d'eau qui s'infiltre pour aller nourrir la nappe. Mais quelles sont les conditions pour que cette eau puisse s'infiltrer? Il faut que les sols soient perméables. Il faut que les sols soient couverts de la végétation. Et en principe, sur le plan scientifique, théoriquement, quand vous avez un sol couvert avec la végétation, au moins 50% d'eau de pluie s'infiltre. Donc on n'aura qu'à gérer les 50% restants. Il y a seulement 10% qui va ruisseler, ce qu'on aura à faire face pour gérer, et les 40% restants va retourner à l'évaporation pour former encore des nuages. Donc nous n'aurons que 10% qui ruissellent, qu'on saura comment drainer, comment acheminer, comment canaliser, ou même comment retenir. Mais malheureusement maintenant, avec les constructions, l'urbanisation, on n'est pas contre l'urbanisation, on doit se développer. Avec les constructions des routes, les constructions des maisons pavées, où on a rasé les sols, on n'a plus assez de la végétation, ce qui fait qu'on a maintenant un phénomène inverse. En lieu et place d'avoir au moins 50% d'eau qui s'infiltre, on a plus de 55% d'eau qui ruisselle, qui coule. Et à peine, on a 15% qui s'infiltrent. Donc, on est maintenant face à une gestion de grandes quantités d'eau. 55%, c'est beaucoup, c'est énorme. Et à peine 30% qui s'évaporent. D'où, avec les constructions, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas contre le développement, l'urbanisation, mais on devait adapter les infrastructures en fonction de cette urbanisation. Que ferons-nous de ces 55% d'eau qui ruisselle? Ça ira où? Pendant les chemins, pour aller se jeter dans les fleuves, dans les rivières, dans des lacs, son parcours, il est fait où? Comment? Si avant c'était à peine 10%, on ne pouvait pas sentir le coup. Maintenant, avec 55%, on a des masses d'eau énormes. Alors, professeur, est-ce qu'on peut dire que c'est un problème de plan d'urbanisation ou le plan d'aménagement du territoire qui serait à la base de ça? Bon, il faut dire qu'il faut considérer le problème de manière globale. Ouais. S'il n'y avait pas de problème de changement climatique, nous aurions moins d'eau. Mais nous devons savoir que maintenant, il y a un problème de changement climatique. Donc, nous devons donc adapter nos infrastructures
à cette nouvelle donne, par exemple. Donc, laisser dans les plans d'aménagement, on doit laisser l'espace aux rivières, donc l'espace qu'on ne doit pas normalement lotir. Et ces espaces, dans les temps, il y avait des forêts, des galeries qui longeaient les rivières. Ouais. Comme Madame vient de le dire, ça permettait à l'eau de s'infiltrer ou alors de retenir les eaux quand la rivière essaie de déborder. Ouais. Maintenant, si on a construit là-bas, et comme nous aimons à Kinshasa, on va paver, on met les ciments, ainsi de suite, c'est vrai qu'en réalité, l'eau ne s'infiltre plus. Il faut alors, nous avons des grandes quantités dû au changement climatique et dû à notre mauvaise urbanisation. Et donc, tout ça s'accumule. Et quand nous devons dimensionner, par exemple, nos canalisations, nous devons tenir compte de cela. Souvent, on fait des petites canalisations où il y a beaucoup de quartiers où il n'y a même pas de canalisation. Vous êtes spécialisé dans les inondations, mais pourquoi seulement la rivière Ndjili a inondé? Et quand elle inonde, c'est même les quartiers Kingabois qui en payent le prix. Pourquoi pour la pluie du 4 et du 5, il n'y a que la rivière Ndjili qui a débordé? Et il y a d'autres rivières à Kinshasa, Kalamu, Gombe, Makelele, on n'a pas senti ces inondations-là. Oui, merci pour la parole. Pour les inondations de la rivière Ndjili, cela vient du bassin versant. C'est le bassin versant de la rivière Ndjili qui a été touché. Or, le bassin versant de la Ndjili prend une bonne partie de son territoire dans le Congo central. Dans le Congo central, là où il y a des hautes collines. Des hautes collines qui ont subi une déforestation. Alors, comme a dit le professeur Patience, quand il n'y a pas de végétation, il y a ruissellement. Donc, tous les eaux ruissellent et ça va vers les cours d'eau, où ils vont continuer le chemin jusque dans le lac ou dans le fleuve. Comme il y a eu forte pluie au niveau du Congo central, c'est ce qui a fait que la rivière Ndjili était touchée, plus touchée que les autres rivières. Alors, c'est particulièrement son affluent, le Kaya, qui a eu à déverser beaucoup d'eau sur Ndjili. Or, ça vient d'en haut, en amont, des hautes collines, vers Kingabois, c'est l'aval, c'est la plaine. Et c'est une plaine inondable. Alors, tout cette eau est venu vers Kingabois, le pôle Kingabois, qui longe la rivière Ndjili. Et lorsqu'il y a eu cette forte quantité d'eau qui s'est déversée dans Ndjili, ça a débordé. Ça a débordé et toutes les zones inondables qui pouvaient permettre à l'eau de s'étendre est occupée. Surtout Ndanou, particulièrement, la nappe phréatique est à 30 cm, particulièrement. Donc, si vous creusez à 30 cm, vous avez déjà l'eau. Okay. Donc, quand il y a l'eau de pluie en grande quantité, ça ne s'infiltre plus, puisque la nappe est saturée. Alors, or, à ce niveau-là, les gens ont même construit, comme a dit le président du conseil, ils ont construit jusqu'au lit mineur, réduisant même les lits de la rivière. Alors, quand il y a cette forte pluie, moindre montée des eaux, ça se déverse dans les quartiers. Et les quartiers qui ne sont pas préparés pour accueillir des eaux. Voilà. Ouais. Alors, il y a aussi, et Mme Patience a soulevé ça aussi, l'emprise, la zone tampon qu'on devrait laisser le long des rivières. Il n'y en a même plus, puisque les gens ont construit jusque sur les lits mineurs. Dans les lits mineurs, il y a des habitations, les lits moyens, il y a des habitations, n'en parlons plus, les lits majeurs aussi est à attendre. Mais pour la pluie du 4 et 5 avril, il y a eu tellement de quantités d'eau, ça a dépassé les lits mineurs, lits majeurs, moyens, lits majeurs, y compris même un débordement exceptionnel. Et j'ai même dit que c'était une pluie exceptionnelle, puisque la quantité d'eau qui s'est abattue dans le bassin versant de la Ndjili était très élevée, très très élevée. Et c'est comme ça que ça s'est déversé et ça a inondé. Mais il y a aussi d'autres phénomènes, comme les années passées, il y a eu inondation, mais ce n'était pas la pluie qui s'est abattue à Kinshasa. C'est la pluie qui est venue dans le bassin versant de Kasaï, et même vers la province orientale et l'Équateur,
il y a eu beaucoup de précipitations de ce côté-là. Alors l'eau est venue, la rivière Ndjili étant complètement son exutoire vers le fleuve Congo, alors la rivière Ndjili ne pouvait plus entrer dans le fleuve. Alors il y a eu refoulement, et c'est refoulement-là qui a inondé l'année passée. C'était le refoulement de l'eau du fleuve Congo vers la rivière Ndjili. Alors, parce que nous parlons de la gestion des eaux à Kinshasa, comment faire avec des eaux qui viennent d'ailleurs, qui viennent encombrer les rivières de Kinshasa, par exemple? Comment faire? Comment gérer ça? Bon, il y a, Patience veut parler un peu de ça, on fait des bassins de rétention, par exemple. Mais comme vers Ndjili, c'est une zone inondable. Particulièrement dans nous, c'est aussi un bassin versant, un bassin de rétention naturel. C'est un endroit où la pente est très faible. Quand il y a débordement de la rivière, c'est à ce niveau-là que l'eau va venir se stocker. Donc c'est une situation perpétuelle qu'on ne saura pas résoudre. Oui, pour le moment, c'est un peu difficile parce qu'il faut relever les niveaux. Il faut des grands travaux de ce côté-là. Oui, il faut des grands travaux. Il y a d'abord le reboisement pour qu'on puisse retenir un peu l'eau. Il y a aussi le problème des digues. Ça, c'est à long terme, il faut mettre des digues. Mais il faut laisser l'emprise pour permettre à l'eau de se mouvoir, de s'étendre et de se réguler naturellement dans son parcours. D'accord. Je reviens à vous, professeur Patience. Vous avez dit quelque chose, vous n'êtes pas contre l'urbanisation, on doit se développer, mais quand on se développe sans tenir compte des normes environnementales et urbanistiques actuelles, parce qu'il faut toujours tenir compte, vous l'avez dit, du réchauffement climatique, des changements climatiques, le professeur l'a dit. Lors de ces assises-là, le prof Tondozi a relevé quelque chose. A dit que vous le vouliez ou pas, lorsqu'il y a des pluies torrentielles, il y aura inondation. Et il a donné une photo de 1952 où il y a eu inondation. Et en 2025, il y a inondation. Comment vous analysez ça? Parce que sans des constructions anarchiques, je crois, c'était encore sous l'administration belge. Et donc les endroits qui n'étaient pas, qui étaient interdits de lotissement étaient encore vierges, tout ça, mais il y a eu inondation. Mais en 2025, ces endroits-là sont occupés, lotis, et il y a inondation. Comment vous expliquez ça? Merci pour la parole. Quand nous parlons des inondations, nous l'intitulons catastrophe naturelle. C'est-à-dire, on subit, ça arrive après des conditions, des facteurs qui favorisent que cela puisse arriver. Il faut retenir aussi, sur le plan climatique, il y a toujours des phénomènes cycliques qui arrivent selon des années, qu'on ne peut pas aussi faire face, on est obligé de subir. Mais la différence entre les inondations qu'il y a eu en son temps, quand les terrains étaient encore vierges, on peut encore utiliser ces termes, et les inondations que nous avons aujourd'hui, ça a quand même des nuances et des différences. À l'époque, c'est pour cela l'utilisation du terme gestion durable. À l'époque, la nature pouvait faire ce que nous appelons l'autorégulation. C'est-à-dire, même s'il y a eu débordement, il y a eu inondation, la nature pouvait gérer par rapport à ses zones tampons, par rapport à sa végétation, par rapport à son sol qui était vraiment perméable. Et on a eu à régler, à gérer, sans trop de problèmes, que les inondations que nous avons aujourd'hui. Pourquoi maintenant nous avons des sérieux problèmes? Les sols qui doivent infiltrer, nous avions dit, il y a eu des pavés, on a construit, mais là où c'est encore vierge, on n'a pas construit, les sols, on trouve encore des phénomènes de sachets, des plastiques, qui rend encore de plus en plus les sols imperméables. D'où même les 10% ou les 15% qui devaient s'infiltrer,
ce pourcentage est encore réduit à cause de l'imperméabilité du sol. Et en plus de cela, avec les constructions, comme on venait de le dire, et les autres intervenants, où les zones d'emprise, les endroits où l'eau devait être, les zones tampons devaient être retenues, là j'ouvre une parenthèse pour dire, quand nous construisons le long des rivières, des lacs, des fleuves, c'est vraiment causer du tort à l'environnement. La nature a été faite de manière, on sait que quand il y a débordement, ce sont ces zones qui récupèrent ces eaux. Ouais. Au moment où il n'y a plus d'eau, ce sont ces zones qui renvoient de l'eau dans la rivière. Ils jouent le rôle des éponges naturelles. Alors maintenant, avec tous ces phénomènes que je viens d'évoquer, nous avons eu des eaux que nous n'avons pas pu gérer et qui ont d'abord commencé à emporter tout ce que nous avons construit anarchiquement. Et c'est pour cela qu'on a vu des images des personnes sur des toits. Tout simplement. Madame venait de parler tout à l'heure d'Endanou comme quartier, comme site naturellement de rétention d'eau. En principe, même les constructions dans ces quartiers devaient être bien étudiées. Il y a des endroits qu'on ne pouvait même pas construire pour laisser que ce soit des zones de rétention naturelles. J'ai eu à parler. Donc, on doit chercher maintenant, aujourd'hui, à canaliser ces eaux, comment les récupérer pour aider ces quantités d'eau à poursuivre leur chemin. Les chemins qui doivent retourner dans les rivières pour continuer le cycle. Et par des constructions, comme on a dit tout à l'heure, des endroits, par exemple, où on a encore de la végétation, on a encore le sol qui est perméable, on peut construire, forcer, qu'on ait des rétentions naturelles pour forcer l'infiltration d'eau. Mais malheureusement, ce sont des endroits qui sont encore en train d'être vendus, d'être construits. Alors, professeur Pius, qu'est-ce qu'il faut faire pour que, même s'il y a catastrophe naturelle, même s'il y a pluie, qu'on ne puisse pas retomber dans la situation qu'on a connue dernièrement? Qu'est-ce qu'il faut faire à ces ministères-là? Oui. Je voudrais d'abord, avant d'arriver là, pour dire que si vous regardez les images à la télé, les problèmes d'inondation, c'est mondial. Vous avez vu des pays qui sont très bien urbanisés parce qu'il y a cette donne de réchauffement climatique. Maintenant, quand il y a un phénomène surnaturel qui vient, il faut que la résilience existe, que nous puissions avoir des attitudes qui puissent permettre à ce que cette catastrophe arrive, qu'elle ne puisse pas emporter trop de vies humaines comme on a vu et déplacer autant de... Alors, un des aspects, c'est quoi? Regardez, si vous prenez des photos de la rivière Ndjili il y a quelques années et aujourd'hui, parce que tous les déchets des ménages, les plastiques qui vont dans les caniveaux et ils vont aller rétrécir les lits même de la rivière. Exact. Alors vous voyez déjà, quand on rétrécit les lits de la rivière, la vitesse de l'eau augmente. Et quand il arrive dans une maison, vous comprenez que les dégâts sont... Donc, ça, c'est vraiment là que les problèmes d'urbanisation viennent, d'aménagement des territoires. Comment recycler les déchets, comment récupérer ces déchets-là. C'est bon de dire aux gens que ne jetez pas les déchets dans les caniveaux, mais il faut leur montrer là où ils doivent jeter les Bon, j'ai vu une image où quelqu'un, quand il pleut, les gens qui viennent ramasser les déchets dans nos maisons. Et quand il pleut, il ne veut pas faire la longue distance pour aller déposer, il les met carrément dans les eaux. Il ne sait pas que ça va créer les dégâts. Finalement, il faut éduquer la population. Il faut que chacun, dans tous ces ministères, on aménage, mais on éduque la population, que les gestes qu'on commet aujourd'hui devant sa parcelle peut avoir des conséquences graves. Et souvent, on revient sur l'État. Il y a la part de la population, mais c'est l'État qui a le devoir d'éduquer la population. D'imposer des mesures à la population. Oui, c'est la population. Ce sont ces différents services qui, chacun, dans ce qui les concerne, que ce soit l'aménagement du territoire, que ce soit l'urbanisme, et tout ça, les travaux publics, l'environnement. Donc chacun, d'un côté, doit faire sa part. Mais il faut aussi une coordination. Parce que quand on doit gérer les différents aspects,
pour une vision systémique, donc globale, il faut qu'il y ait plusieurs disciplines. Là, donc, ce n'est pas l'affaire d'un seul service, non, mais ça peut être l'affaire du Conseil scientifique national. Parce que vous avez tous ces services-là. Vous avez tous les centres de recherche. Et je crois, il y a des centres qui sont attachés à certains ministères, je crois. Et je crois que ça peut être votre rôle de coordonner. Bon, nous avons les rôles scientifiques. C'est-à-dire que nous pouvons faire une étude scientifique, mais l'application ou l'opinion politique, ce n'est pas nous. Nous faisons on peut faire des recommandations. Comme nous avons fait cette journée-là, ce que nous faisons, c'est couler ça sous forme de recommandations. Je crois que nous les aurons vers la fin de l'émission, quelques recommandations. Oui, quelques recommandations, mais les documents des recommandations seront envoyés à qui des droits. C'est pour que, normalement, le gouvernement a la charge de coordonner différents ministères. Donc, il peut avoir des services au niveau de la ville, par exemple, parce que nous avons parlé d'inondations, pas seulement de Kinshasa. En réalité, ces phénomènes-là, ces mêmes normes sont appliquées partout. Mais Kinshasa, vous voyez, avec le nombre d'habitants qu'il y a, avec la recherche des terres que nous avons, on va même dans n'importe quelle terre. Mais il y a des gens aussi qui ont des problèmes de terre. Mais à Dubaï et les autres, ils construisent, mais ils respectent les règles de l'urbanisation. Ils savent que c'est une zone inondable. Comment construire? Voilà, l'urbanisme doit intervenir. Voilà, c'est un problème de coordination. Nous, comme scientifiques, nous sommes limités. Nous disons, nous donnons notre point de vue, mais il faut que les politiques s'occupent de la question et qu'ils se disent pour tel endroit, quelle est la politique qu'il faut, la politique d'urbanisation qu'il faut, quels sont les types de maisons qu'il faut construire, comment il faut canaliser les eaux. Nous prenons l'exemple de la cité du fleuve qui est tout le temps inondée. Qu'est-ce qui a favorisé cela? La cité du fleuve, si l'on doit parler de cela, elle est construite dans une zone inondable. Je n'ai pas encore été vraiment pour visiter la cité, mais je suis presque sûr qu'on a essayé de relever le niveau. Mais on n'a pas pris le maximum de niveau de l'eau lorsque ça monte. Vous voyez que dernièrement, même la cité du fleuve est inondée. Cela veut dire qu'on n'a pas tenu compte de la montée maximale de l'eau. La montée maximale. Et c'est ce qui fait que je suis en train même d'imaginer que lorsqu'on a mis la route pour arriver à la cité du fleuve, on a relevé le niveau. Mais lorsque l'eau vient de l'autre côté de Ndjili, ça arrive à ce niveau-là, ça trouve une barrière. Au contraire, l'eau monte encore davantage. Alors, ceux qui sont en bas seront complètement inondés. Oui, ça va aggraver la situation. Mais de l'autre côté, ça sera bon. Oui. Si la cité du fleuve déjà est inondée, cela veut dire que toutes les maisons basses seront complètement englouties dans l'eau. Or, à ce niveau-là, les gens construisent aussi de façon anarchique. Vraiment, c'est une zone où on ne devrait pas construire. Peut-être il faut des normes et des spécialistes avec des matériaux conséquents. Or, les gens qui construisent autour, c'est comme ils ont vu la cité du fleuve, eux aussi avancent. Et ils avancent, ils font des remblayages, ça vraiment je suis au regret de le dire, des remblayages avec des déchets. Donc on prend les camions de déchets, on achète, peut-être on jette gratuitement, je ne sais pas. On met les sachets, et puis on met un peu l'argile, on met du sable. Apparemment c'est comme c'est sec, mais en dessous il y a l'eau. Ouais? Et ces maisons-là aussi sont très fragiles. Là c'est la situation de Kingabois. De Kingabois. Voilà, c'est la situation de Kingabois. Alors comment il faut pallier? Que faire? Pour pallier à ce niveau-là, vraiment, je suis au regret de dire qu'il faut déloger ces gens. Parce qu'ils sont dans les zones... Tous les quartiers Kingabois. Pas tous. Ceux qui sont dans les zones à haut risque. Il y a ceux-là qui sont dans la zone à haut risque. Et ils continuent à avancer de façon incivique dans cette zone. Parce que là où ils sont, c'est encore, j'ai appelé faiblement inondable. Mais il y a, en avançant, vous allez vers le fleuve. C'est vraiment hautement inondable. Fortement inondable. Et donc, même pendant la saison sèche, il faut déloger. Même pendant la saison sèche, il y a de l'eau en permanence à ces endroits-là. Il faut que les gens ne puissent pas risquer. Comme a dit Madame Patience, il y a le cycle d'eau. Vous voyez qu'à Kinshasa, les inondations se passaient entre 5 et 7 ans. Et puis après, vers les années 2015, c'était 3 ans.
Avec les réchauffements avec climatiques, les plutôt les changements climatiques. Maintenant, c'est presque chaque année, il y a inondation. Et quel sera le sort des gens qui habitent à ces niveaux-là? Donc la Si solution, on ne fait pas attention, l'eau va déloger ces gens-là. Ouais. Parce que si l'eau revient en permanence avec sa quantité maximale, les gens ne vont pas habiter. Vont pas habiter. et là, il faut condamner les ministères des Affaires foncières qui a octroyé, Ouais. et puis l'urbanisme qui a autorisé la construction. à ces endroits-là. Ah, donc, Donc, à ce niveau-là... maintenant, pour qu'ils puissent se rattraper, hein, qu'est-ce qu'ils doivent faire, les deux ministères? D'abord... Bon, la réponse scientifique, hein? Ah, oui, la réponse scientifique. Scientifiquement, je crois Il faut la rigueur. Il faut la rigueur. Peut-être renforcer les lois, les textes des lois Ouais. en la matière, pour que la population sente que ce sont des zones où on ne doit pas habiter. Et si on va y habiter, il faut avoir des moyens conséquents pour construire selon les normes. D'accord. Alors, professeur Patience, vous dites qu'il faut revenir, il faut... Bon, la question arrive. On est en train de se développer, on construit, on pave. Est-ce qu'on peut continuer comme ça ou vous avez des directives, des conseils à donner? Et pour les parcelles qui existent et les parcelles à venir, parce que en voyant, quand vous entrez dans différentes parcelles, il n'y a pas des endroits, hein, et même quand on a pavé, il n'y a pas des espaces pour que l'eau puisse s'infiltrer. Oui, merci pour la parole. Je répondrai en deux volets à cette question. Nous avons des constructions dans des zones où on n'a pas de risques, ce ne sont pas des zones inondables. Donc, on n'a pas de problème d'inondation, des risques d'inondation dans ces zones-là. Mais seulement, même si on n'a pas de problème de risque d'inondation, mais toutes ces eaux dans des zones qu'on peut dire entre guillemets normales, qu'on peut construire, si on ne les gère pas, ça a de l'impact sur les zones inondables. Alors, parmi les conseils qu'on peut donner, même si on n'est pas dans une zone inondable, mais quand on construit, on a besoin quand même du sol avec de la végétation. Non pas seulement pour l'infiltration des pluies, mais c'est cet arbre qui nous apporte aussi de l'oxygène. On a besoin d'avoir de l'oxygène pour la respiration. On a besoin... Donc, le conseil qu'on peut donner, actuellement, toutes nos parcelles, nous pensons que c'est mieux vivre quand on a tout pavé, quand on a coupé tout ce qu'il y a comme arbre, quand on a raclé tout ce qu'il y a comme herbe ou quoi. Au contraire, ce n'est pas seulement le problème d'inondation qu'on est en train de renchérir, mais aussi, c'est un problème aussi sanitaire par rapport à la carence en oxygène. Donc, en bref, si je peux donner des conseils pour les premiers volets, ceux qui construisent doivent tenir compte de laisser des endroits de respiration, des endroits où nos eaux, nos propres eaux des parcelles soient infiltrées dans notre parcelle. Il y a une autre proposition aussi, c'est que beaucoup de gens commencent à le faire, c'est quand on n'a pas d'arbres, mais on a quand même de l'espace, il y a un sol, construire ce qu'on appelle des puits perdus pour récupérer ces eaux et forcer l'infiltration. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Mais par contre, pour les zones inondables, je pense que je vais emboîter les pas par rapport à ce que madame venait de dire. Il y a des endroits où on est obligé de déloger, de reconstruire. On ne peut pas se voiler la face pour dire non, il y aura des gens qui vont réagir. Mais mieux vaut prévenir ces vies aujourd'hui en prenant des dispositions que d'attendre qu'il y ait perte en vies humaines et chercher maintenant à résoudre des problèmes. S'il faut même délocaliser tout un quartier, on a vu dans d'autres pays, dans d'autres villes, où on construit une nouvelle ville pour
déplacer les gens et reconstruire l'ancienne ville. Ouais. C'est possible. Donc nous avons tous les scénarios possibles pour reconstruire Kinshasa afin que on ait la quiétude. Lorsqu'il y a inondation, les conséquences dans la société, dans la vie, on a vu autant, mais sur les plans sanitaires, sur les plans environnemental, sur le plan urbanistique, quelles sont les conséquences? Oui, je vais prendre un cas parce qu'il y a une collègue qui fait un peu un travail dans toutes les zones autour des rivières. Ouais. Il regarde comment les toilettes sont faites. Vous allez voir que la plupart de ces toilettes-là, il y a un tuyau qui quitte la toilette pour aller dans la rivière. Ouais. C'est que toutes les rivières de Kinshasa, ouais. Hein, donc ce système, on appelle même, pour rire, on appelle Munduki. Donc, ça va directement dans la rivière. Ouais. Alors, vous imaginez que toutes les toilettes des rivières qui sont à Kinshasa, les gens qui sont autour des toilettes, et qui sont autour des rivières, leurs toilettes vont dans cette eau. Maintenant, vous imaginez qu'il y a inondation. C'est-à-dire que toutes les eaux des toilettes de Kinshasa viennent chez vous. C'est ça la réalité des choses. Et vous comprenez ce qui peut avoir comme conséquence. Bon, il n'y a pas que tout ça, oui. Mais il n'y a pas que ces toilettes-là, mais il y a tous les déchets. Tous les déchets, d'ailleurs, on les met à côté des rivières, des déchets, il y a des eaux toxiques, ainsi de suite. Et il y a même très peu de structures qui traitent leurs déchets, même les hôpitaux. Très peu d'hôpitaux traitent leurs déchets. Mais tout ce qui vient des hôpitaux, qui vient des usines que nous voyons alimenter, ainsi de suite, qu'on ne traite pas, tous ces eaux-là se retrouvent. Donc ça, c'est pour sensibiliser un peu les gens qui s'entêtent à rester dans ces conditions-là. Vous êtes en train de vous suicider. Parce que tout ça va arriver chez vous, vous avez des enfants, ainsi de suite. Mais il y a la part de l'État. C'est-à-dire, il faut trouver des zones où on va construire et on va alors délocaliser ces populations pour éviter les problèmes sociaux dont nous parlons. Donc il faut que chacun puisse comprendre, et la population et l'État fait sa part, parce que gouverner, c'est prévoir. Ce que nous sommes en train de dire, c'est pour que demain, qu'on ne retrouve pas dans la même situation. Vous voyez Makelele. Oui. Avant, quand le pont là était toujours plus bas, c'était les dégâts tout le temps. Oui. Mais quand on a construit un pont suffisamment surélevé, en tout cas, parce qu'avant, les gens mouraient même chaque fois qu'il pleuvait pour traverser Makelele. Donc c'est ça qu'il faut faire. Il faut prévoir dans 50 ans que sera... donc il faut faire ce genre d'études et puis pouvoir faire des ouvrages qui pourront tenant compte de tout ce qu'on décrit là, parce que les eaux qui ont créé des problèmes ne sont pas seulement les eaux de Kinshasa, ce sont aussi les eaux du Congo central. Ouais. Alors le problème, ce n'est pas seulement Kinshasa, il faut commencer aussi par là. Ouais. Tous ceux qui construisent sur les versants des montagnes, ouais. Et qui enlèvent l'herbe, il faut commencer par là. Parce qu'on peut agir sur Kinshasa, mais si on ne fait rien du côté Congo central, ces eaux vont toujours revenir. Madame Patience, on peut imposer. C'est imposer, peut-être trop dit, mais par rapport à ce que nous lançons comme message, ouais. Les communs mortels comprennent, les bien fondés. Ouais. Il ne faut pas toujours qu'on attende qu'on vienne avec le fouet pour secouer et s'exécuter. D'accord. Parce que nous voulons conclure notre émission. Madame Falinki, quelles sont les pistes de solutions que vous avez trouvées au niveau de Kingabwa pour éviter que des familles, des ménages tombent dans les inondations? Bon, personnellement, en observant le terrain, il y a des endroits où on peut mettre les digues. Il y a des endroits. Mais au minimum, il faut respecter aussi l'emprise pour permettre à l'eau de s'étendre et de se réguler naturellement. Ça, il faut le faire. Là où on a réduit, il faut essayer de casser ces maisons-là et laisser l'eau s'étendre, ne fût-ce que jusqu'au lit majeur. Ouais. Au lit majeur. Là, on sait faire ça. C'est-à-dire, n'importe quelle pluie s'il tombe, il n'y aura pas de débordement parce que l'eau va s'étendre dans son lit normal. Mais, c'est à partir de ce niveau-là, le lit majeur, on met les digues pour protéger ceux qui sont vers les versants. Ouais. Vous voyez, l'eau ne va pas arriver là-bas.
Et ça, c'est parmi les vers Kingabois, il y a des endroits où on doit mettre les digues, mais il y a des endroits où même digue ne peut pas marcher parce que la pente est trop faible. Ce sont des réservoirs naturels qu'il faut préserver pour que l'eau vienne se stocker naturellement à son endroit habituel. Ouais. Mais là où on a transgressé la loi naturelle, il faut enlever. Professeur Patience, quelles sont les pistes de solutions? Nous avons cité le ministère de l'urbanisation. Ouais. La ville continue à s'étendre. C'est le moment de planifier comment la ville doit s'étendre, en respectant tout ce que nous venions de dire tout à l'heure, comment il faut construire, qu'est-ce qu'il faut laisser, là où il faut laisser les sols, la végétation, ainsi de suite. Là, c'est parmi les pistes de solutions. On peut aussi proposer la gestion des déchets. Une fois j'ai eu à le dire, c'est la problématique des plastiques. C'est un fléau. Si nous ne nous penchons pas pour gérer ça maintenant, on sera débordé, on ne saura rien faire. Et ensuite aussi, les ministères de l'urbanisation, de l'aménagement du territoire. Donc, tous ensemble, là où on a déjà construit, il y a des endroits qui sont restés peut-être en jachère. On peut construire des bassins de rétention artificiels. Même s'il faut paver, je veux peut-être dire aussi un mot là, il y a des types de pavés qui drainent. Malheureusement, nous utilisons des pavés qui ne laissent même pas passer l'eau. Il y a des types de pavés qui peuvent drainer et quand on est en train d'entasser, on laisse des joints où il y a de la végétation. Quelles sont les grandes recommandations que vous avez faites aux politiques? La première chose, je reprends ce que j'ai dit, il faut une équipe interdisciplinaire où chacun donne son point de vue. Vous voyez qu'on a parlé de la gestion, parce qu'on parle seulement des ministères, mais au niveau de la ville, il y a plusieurs services au niveau de la ville. Au niveau de la ville, il faut la gestion des déchets, c'est d'abord les grands problèmes des déchets. Il faut les zones où, à côté des rivières, il faut restituer la nature. Il faut qu'on puisse reboiser ces zones-là, mais il y a aussi le problème de sensibilisation de la population, qui est un problème important, parce que c'est ces côtés-là, parce que si la population est bien sensibilisée, donc on appelle ça éducation météorologique, pour respecter l'environnement, comment il faut faire, et il faut commencer depuis les bas âges. C'est pour dire que non, c'est un problème avec beaucoup de services qui doivent être, mais il faut d'abord une prise de conscience et de la population et des dirigeants pour pouvoir prévenir, parce que les choses vont devenir encore plus complexes avec les changements climatiques. Les pluies vont devenir encore plus abondantes et les inondations seront encore de plus en plus. Donc nous devons prendre ces dispositions-là maintenant. Voilà, on a fini. On a fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci au professeur Pius Mpiana, président du Conseil scientifique national. Merci à madame Foaling Piracel, qui est attachée des recherches au Centre de recherche en sciences appliquées technologiques. Merci à madame la professeure Patience Ngelinkoto, DG du Centre de recherche en eau et environnement. Voilà, merci d'avoir été les nôtres. Voilà, mesdames, messieurs, qui met terme à cette émission de ce jour. Merci de l'avoir suivi. La suite au prochain numéro et avec le même plaisir. Au revoir.